Bonjour Nicole Gdalia, merci beaucoup de m'avoir accueilli aux éditions Caractère. Tu as commencé à écrire la poésie quand? J'étais très petite fille, vers 5-6 ans, quand j'ai commencé à écrire. Et je me souviens que par rapport à l'écriture, j'avais une position presque religieuse de l'utilisation des mots. J'étais très respectueuse de l'utilisation des mots, très intimidée par l'utilisation des mots. J'étais une petite fille qui lisait beaucoup dès qu'elle a appris à lire, qui était très bonne en lecture orale, en littérature dès l'école primaire. J'aimais beaucoup tout ça. Et je ne me suis pas prise au sérieux, je n'ai pas cru en moi pendant longtemps. Et il a fallu que des revues me demandent des poèmes, qu'on me publie un premier recueil, que là j'ai commencé à croire effectivement en moi. Et j'ai actuellement publié 12 recueils et le 13e je vais le publier après le marché de la poésie lorsque je retournerai au calme. Voilà, et refaire un gros volume. J'ai ce gros volume qui est là, Alphabet de l'éclat, qui regroupe mes 8 premiers recueils. Ce volume regroupe mes 8 premiers recueils. Et là, je vais en publier un 13e et je vais essayer aussi de faire un tome 2, Alphabet de l'éclat tome 2, avec mes autres recueils. Voilà. Comment tu écris tes poèmes? Mes poèmes sont très essentialistes. C'est-à-dire qu'il y a eu une période quand j'étais plus jeune où j'écrivais avec mes yeux et mes sens. Et maintenant, au contraire, j'essaye d'écrire plutôt dans l'essence de l'être. Et c'est donc des poèmes souvent très courts, un peu métaphysiques, que j'ai écrits ces derniers temps. Mais j'espère quand même retrouver la chair du monde que j'ai un peu perdue parce qu'avec le confinement, la solitude, etc., j'ai un petit peu perdu justement la lumière et la chair du monde et je voudrais donc la retrouver maintenant que je suis plus sereine, que ce travail est fait, et voilà. Les auteurs qui t'ont marqué? Oh, comme quand j'étais jeune, j'ai lu tous les classiques, bien sûr, comme tout le monde. Victor Hugo était un écrivain pour qui j'avais une grande admiration. Je me souviens que j'avais lu son théâtre, ses romans, sa poésie. Après, quand je me suis mise à écrire moi-même de la poésie, bien sûr, je me suis intéressée aux poètes contemporains et il y a eu les poètes du grand jeu qui m'ont intéressée, les peintres aussi, tous ceux qui étaient dans une recherche novatrice d'écriture, de peinture, de sculpture, auxquels je me suis intéressée bien sûr, que j'ai côtoyé, que j'ai rencontré. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Alors, elle est très variée. Elle est très variée. Il y a encore des poètes qui écrivent comme on écrivait il y a quelque temps. Et il y a des poètes novateurs qui sont peut-être pas tous en France, mais qui peuvent être à l'étranger justement. Où ils ont une situation soit politique, soit sociale, beaucoup plus contraignante. Et cela leur permet de chercher à dépasser les barrières conventionnelles de l'écriture et à faire donc une poésie plus novatrice que celle que l'on trouve en France, me semble-t-il. La traduction. Alors la traduction, les poètes, les traducteurs sont nos alliés les plus grands. Sans eux, on ne peut pas voyager, sans eux, on ne peut pas découvrir. J'ai de nombreux traducteurs fidèles autour de moi. Par exemple, j'ai fait découvrir la poésie chinoise. J'ai une très belle collection de poésie chinoise.
parce que j'ai eu pendant 15 ans la plus grande traductrice de poésie chinoise qui m'est restée fidèle, avec qui j'ai travaillé année sur année pour sortir de nouveaux livres. Mais je me suis aussi associée des écrivains de l'anglais. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a fait une nouvelle traduction de Joyce, Olivier Litvin, qui va passer là tout à l'heure, Chantal Chen pour le chinois, pour l'espagnol qui a remplacé Claude Couffon, c'est Jean Portante. Et voilà, donc j'ai pour des langues majeures, pour le russe aussi. Là j'ai maintenant pour la Géorgie des poètes, des traducteurs. Je touche le monde entier et chaque fois j'ai de nouveaux traducteurs aussi. Tu as une casquette éditrice aussi. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette maison d'édition, quand c'est créé, Oui. les noms? Alors la maison d'édition Caractère est une maison d'édition de poètes, parce qu'elle a été fondée en 1950 par le poète d'origine polonaise Bruno Durocher. Il était poète polonais, il a été dans les camps de concentration pendant 6 ans et il est arrivé à Paris. Et quand il est arrivé à Paris, il a commencé par acheter une presse à bras pour faire une revue de poésie, la revue Caractère, qui est devenue très vite une maison d'édition. Et il a publié les plus grands poètes de l'époque, des années 50, vraiment les plus grands poètes des années 50. Et le hasard a voulu qu'il publie des poèmes de moi sans que je le connaisse dans une revue. Et après, je l'ai rencontré et ça a été une love story. Et nous avons uni nos vies. Il était plus âgé que moi, mais il était poète et j'étais poète. Et quand Bruno est décédé en 1996, il allait de soi, c'était logique que je conserve la maison qui avait déjà presque 50 ans. Et j'ai fêté donc d'abord les 50 ans des éditions Caractère, ensuite les 70 ans des éditions Caractère avec l'anthologie. Et je ne sais pas si la vie me permettra de fêter les 75, 80 ans de Caractère. En tout cas, je cherche des jeunes pour prendre la relève avec moi et continuer à faire le centenaire de Caractère. Avis aux amateurs, je cherche des jeunes poètes pour étoffer mon équipe, pour continuer le chemin. Est-ce que tu peux parler un petit peu à propos de votre anthologie aussi, c'est que Alors vous avez fait? j'ai eu L'histoire, l'idée, comment vous... justement, j'ai eu comme ça l'idée, pour fêter les 70 ans de Caractère, de faire cette anthologie de la poésie mondiale. Alors, j'avais un fonds maison de poètes un peu de partout, mais il fallait bien sûr l'enrichir, etc. Et je ne voulais pas la signer toute seule. Donc, j'ai demandé à Jean Portante, qui connaît le domaine espagnol et qui est responsable du domaine espagnol chez moi, hispanique, de signer avec moi. Et je demandais à Sylvestre, qui lui connaît bien l'Europe centrale, la Turquie, etc., de s'associer aussi avec moi. Et nous avons fait cette belle anthologie de la poésie mondiale. Et c'est sorti l'année dernière? Non, c'est sorti en décembre pour Noël. C'était pour les fêtes de Noël. Voilà. Et elle a été bien relayée par la presse. Elle a eu une bonne presse. Elle est très réussie. Et elle fait son chemin. Elle fait son chemin. Tout le monde dit que c'est une chose unique, qu'il n'y a pas deux anthologies comme ça. Ni en France, ni même ailleurs. Bien, voilà. Et tu participes au marché de la poésie depuis... Alors nous avons toujours été au marché de la poésie, Bruno, moi, depuis longtemps. Et je continue. Tu peux un petit peu raconter tes expériences, vos expériences du marché? C'est un lieu de rencontre, le marché. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours des poètes qui viennent nous voir, beaucoup veulent me donner des manuscrits, et puis
bon, je ne peux pas tout prendre parce que vraiment, tous les jours, je reçois 2 manuscrits sur ma table envoyés par la poste, sans parler des mails, alors que j'ai déjà beaucoup d'autres projets. Enfin bon, je suis inondée de demandes. Mais ce qui est bien au marché de la poésie, c'est les rencontres. Et par exemple, notre rencontre. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Beaucoup de gens se passent de la poésie et ne savent pas ce qu'est la poésie. Mais la poésie est un regard sur le monde, un regard différent, une appréhension intérieure du monde extérieur. Le poète attrape le monde avec une cage thoracique, sensible, émotionnelle, de colorimétrie différente. Et c'est en cela qu'il est un poète, un artiste, quelqu'un qui utilise ses compétences au maximum et qui peut, grâce à cela, les transmettre aux autres. Merci beaucoup. Merci. Simplifier le multiple jusqu'à l'un. Se rendre de la périphérie au centre. Du variable à l'invariable. Abandonner l'étain, le cuivre, le mercure pour la mystérieuse alchimie. Quitter l'imparfait vers le parfait. S'avancer vers le soleil. Approcher le grand œuvre. Lui et elle se tenaient face à face dans un saint tremblement. Tu, abyssal, j'ai perdu pied, t'accouchant mon amour de moi-même. Un jour, scrutant mon visage, je n'ai plus su m'y lire. Miroir d'une conscience à saisir, ressaisir, perdu l'alchimie, perdu l'altérité, égaré l'autre. J'ai désemblé mon pas de ton pas. Déchirement, séparation, primordial face à face des pleines occurrences. J'ai pétri la glaise et fait surgir ton visage. Il est mien, avec le velours de ses lèvres, les horizons infinis de ses yeux. Il est mien par mes songes qui s'y reflètent dans le vase de mes mains. Je remplirai le creux de tes joues du souffle de ma vie et tu vocaliseras que je suis tienne dans la justesse d'une sonate en alto soprano, soprano alto. Équarrir la pierre brute, cultiver la contention et le silence, évider les superflus, rendre la courbe à elle-même, à l'angle son carré, géométrie des épures, écho, ricochet des 7 notes, où temps espace s'épouse du saisissement de l'instant pur. Merci beaucoup. Merci.